Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints pour la 17e édition du baromètre de l'absentéisme et de l'engagement signé Aiming. Baromètre, vous le savez, puisque vous nous suivez, qui est référent, qui est devenu une référence pour vous, les professionnels de la fonction RH, par rapport à ces sujets, avec un sous-titre, vous l'avez vu, la fonction RH à l'heure des solutions. Et justement, on va parler de ces solutions. Je vous invite à rester avec nous pendant l'heure qui va suivre. On parlera des solutions, des leviers avec nos experts qui vont nous rejoindre successivement. Je parlais de Stéphanie Bonhiver ou encore de Laurent Capelletti, et puis personnalité référente du monde des RH que vous connaissez, Thomas Chardin sera aussi parmi nous. J'ai besoin de votre contribution, et au fil de la présentation des résultats, avec Sidonie et Anthony, on vous posera des questions et on vous demandera, vous, comment vous vivez ce sujet qui est maintenant un sujet structurel de l'absentéisme dans votre entreprise, dans vos organisations. On va débuter tout de suite avec, pour ouvrir ce 17e baromètre, j'ai le plaisir d'accueillir juste après ce jingle Mathieu de la Thébaudière. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Mathieu qui pilote la performance RH pour Aiming, 25 ans dans le monde des ressources humaines, les médias, le Figaro en particulier, et puis Randstad. Bref, une vision et une expertise complète de ces sujets-là. Je disais à nos amis qui nous suivent, un baromètre qui revêt une importance particulière chaque année, et cette longévité est assortie d'une agilité. Il évolue ce baromètre, hein. En effet, je suis très content aujourd'hui de vous présenter avec vous tous le 17e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement avec Parlons RH. Continuité dans l'analyse de l'absentéisme qu'on fait depuis 17 fois, mais aussi une lecture renouvelée puisque aujourd'hui nous avons interrogé plus de 1000 RH, qui est beaucoup, du secteur privé, pour être au plus près en fait de leur vision de l'absentéisme et surtout vous apporter des solutions concrètes face à l'absentéisme qui s'installe dans le temps. Alors, quand on est patron de la performance RH pour Aiming, évidemment, cet absentéisme, il impacte justement, et vous êtes au cœur du sujet, la performance de toutes les organisations et des entreprises. Mais en fait, l'absentéisme est devenu un véritable fardeau pour les entreprises. En effet, comme le turnover, il a énormément progressé au fil des années. On a vu dans le jungle que maintenant, c'est plus de 23 jours d'absence par salarié. Ouais, c'est considérable. Donc c'est considérable, ça a été multiplié par 2 en 12 ans. Et chaque année, ça coûte entre 100 et 107 milliards, donc à peu près 5% du PIB. Donc on comprend que l'État s'y intéresse en ce moment, plus particulièrement. Mais l'impact, il est plus vaste que financier, parce qu'il a un impact énorme sur les salariés qui restent, qui assument une surcharge de travail, un désengagement, un manque de sens et un climat social qui se dégrade. Oui, des organisations complètes. Des organisations complètes, donc avec un impact fort pour les entreprises, parce que vous avez en moyenne 6 personnes qui sont absentes sur 100 tout le temps. Donc ça veut dire que ça a un impact sur votre performance financière, évidemment, un impact aussi sur votre capacité à performer. Avec 6 personnes de moins, vous ne faites pas la même chose. Et puis, assurer aussi une qualité de service constante à vos clients. Mais oui, il faut délivrer avec ces écueils que vous évoquiez à l'instant. Alors, face à ces défis, ça vous intéresse évidemment, quelles solutions pour lutter contre ce phénomène? On va en parler tout au long de l'émission, évidemment. Alors, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la gestion des absences, mais plutôt aller sur les causes de l'absence. En fait, on est sur le même sujet qu'avec le turnover. Donc l'absentéisme est expliqué par des causes profondes qu'il faut adresser de manière forte. Donc manque de reconnaissance au travail, culture managériale inadaptée, tension sociale, désorganisation. Donc les mêmes causes que pour le turnover. Donc pour moi, il faut vraiment avoir une politique proactive, donc en impliquant toutes les parties prenantes, ça c'est essentiel, hein, du directeur général, en passant par les RH, les managers de proximité et aussi les collaborateurs. En fait, on parle du taux d'absentéisme une fois par an, au moment de la politique sociale. Alors que toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Le vivre au quotidien, oui, donc en faire un outil mesuré, piloté au quotidien et avec des plans d'action pour essayer de lutter contre l'absentéisme. Donc il ne faut pas le sortir qu'une seule fois par an. Ouais. Et puis il faut équiper évidemment toutes les parties prenantes avec des outils, du suivi. Donc les RH doivent équiper nos managers pour les accompagner à lutter contre ce phénomène qui pour moi n'est pas une fatalité, puisque en fait, d'une entreprise à l'autre, vous n'avez pas du tout le même niveau d'absentéisme. Ouais. C'est pareil que pour le turnover. Donc, c'est vraiment très propre à une entreprise. Ouais, donc, il ne faut pas cacher le sujet. Il faut au contraire le prendre et le traiter de manière très concrète. Ouais, et j'ai bien noté aussi ce que vous disiez, Mathieu, les outils. Outiller la fonction RH pour qu'elle, ensuite, puisse faire preuve de pédagogie auprès des managers et auprès des directions générales. Alors, les causes, on les connaît. Vous les connaissez, vous aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on brise ce cercle vicieux pour le rendre vertueux, quelque part, Je pense qu'il faut d'abord en faire un indicateur social fort dans l'entreprise. Ouais. Comme on a le nombre de jours sans accident du travail, qui est souvent affiché dans les entreprises industrielles,
l'absentéisme est un chiffre fort qu'il faut... Une sorte de KPI, il y a quelque part. Une sorte de KPI, potentiellement sur lesquels on objective un maximum de personnes, mais en fait, c'est un vrai thermomètre social. Donc, ce qui est très important, c'est de le mesurer en permanence et d'en prendre la considération des enjeux et de mettre en place des choses très concrètes. Il y a des solutions très concrètes et c'est pour ça qu'on a voulu innover cette année avec justement de la contribution de plus de 1000 RH et puis l'intervention à venir de nombreux experts à la fois pour analyser les causes et de RH pour montrer des plans d'action très concrets parce qu'encore une fois, pas de fatalisme, un nouveau baromètre orienté solution pour vous accompagner RH et prendre le sujet à bras-le-corps. Merci beaucoup Mathieu. Je vous en prie. Merci d'avoir ouvert ce baromètre, le 17e du nom avec Aiming. Et on va décrypter tout de suite avec, ne l'oubliez pas, il y aura des leviers qu'on va vous présenter. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de vous. Vous allez pouvoir apporter votre contribution à ce baromètre. On vous posera des questions sur comment vous vivez cet absentéisme et les sujets que vient d'évoquer à l'instant Mathieu. Le baromètre, le décryptage avec nos deux experts, c'est maintenant. On est en direct, ils viennent de nous rejoindre, 17e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement signé Aiming, avec Sidonie Tullars et puis Anthony Van Hul. Ce sont les consultants en ressources humaines d'Aiming. Bonjour Sidonie. Bonjour à tous. Bonjour Anthony. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors gros plan sur ces résultats qu'on attend, les résultats 2024. Focus sur les femmes et les hommes de la fonction RH. On en parlait avec Mathieu à l'instant, qui sont... concernés au premier chef. Complètement. Aujourd'hui, le sujet de la prévention de l'absentéisme, il est principalement confié aux acteurs RH. Pour autant, c'est un sujet qui est complexe à mettre en œuvre. 49% des acteurs RH considèrent leur taux d'absentéisme élevé, voire très élevé en 2025, et c'est pour eux leur deuxième plus grande difficulté actuelle. C'est pour ça qu'on a souhaité aider les professionnels RH à traiter cette problématique et on va donc vous livrer des leviers clés et vous donner des actions concrètes qui peuvent permettre de prévenir l'absentéisme. Alors, par rapport à ces leviers, ces clés concrètes, il faut revenir sur ce que disait Mathieu à l'instant, c'est qu'on est vraiment axé sur des données qualitatives avec un chiffre clé qu'il a donné tout à l'heure qui est significatif, 1000. Oui, complètement. Ouais. Notre baromètre de l'absentéisme et de l'engagement se veut cette année tourner solution. C'est pourquoi nous avons réalisé une enquête basée sur une étude qualitative qui a été réalisée en partenariat avec Opinionway et qui a interrogé 1000 acteurs RH du secteur privé. Alors, c'est pas vous qui allez nous contredire, vous qui nous suivez, les personnes de la fonction RH, quelle que soit leur position dans l'organisation, sont pleinement engagées par rapport à ces sujets, Anthony. Oui, tout à fait. Et on le voit, suite à cette étude, que 97% des professionnels RH se déclarent engagés, voire très engagés. Donc, ce qui est une très bonne chose. Qu'est-ce qui influence cet engagement donc, nécessaire pour cette fonction ? Les conditions de travail, l'organisation de travail, le climat social, donc autant de composantes qui influencent l'engagement des salariés. Maintenant, il est nécessaire de distinguer concernant leur engagement, l'engagement vis-à-vis de la fonction et l'engagement vis-à-vis de l'entreprise. Alors par rapport à ça, justement, si on fait un gros plan sur ces sujets, c'est Sidonie qui prend la main maintenant, c'est ça Sidonie, c'est un secret pour personne, il y a beaucoup de sujets à l'agenda des RH, donc comment on s'en sort et comment on hiérarchise les priorités ? Oui, alors on a questionné les acteurs RH autour de leurs difficultés actuelles. Et on ressent aujourd'hui encore ce besoin d'atteindre un effectif cible. Le recrutement est encore aujourd'hui complexifié par le bouleversement du rapport au travail, ainsi que par le manque de profils disponibles sur certains métiers. Et à ces difficultés s'ajoutent les difficultés liées à l'absentéisme et au départ des collaborateurs autour du turnover. De ce besoin d'atteindre un effectif cible et de ces difficultés vont découler leurs priorités actuelles, vos priorités actuelles. Le recrutement en premier lieu, ensuite le développement des compétences des salariés et la formation, qui va permettre de recourir à la polycompétence ainsi qu'à la flexibilité des salariés. Et puis enfin, troisième priorité, la prévention des risques professionnels qui permet de préserver la santé physique et psychique des collaborateurs. On le voit, l'absentéisme, c'est la deuxième difficulté énoncée par les acteurs RH. Pour autant, on ne le retrouve pas dans les priorités, mais si on
professionnalise le recrutement, on le développe, si on donne une offre de formation plus complète, si on prévient les risques professionnels, en fin de compte, ce sont des actions intrinsèques de la prévention de l'absentéisme. Alors Sidonie, on le voit, c'est un sujet structurel, hein, ça n'est un secret pour personne. Comment les RH se positionnent par rapport à ce sujet clé ? Aujourd'hui, difficilement, parce qu'un professionnel sur 2 considère son taux d'absentéisme élevé, voire très élevé en 2025. Et ce sujet, il est complexe à prendre en main. On ne sait pas trop par quel bout le prendre, notamment parce qu'il y a énormément de facteurs générateurs d'absence. Et c'est pour ça que ça devient quand même une priorité d'agir sur cet absentéisme. Alors, sujet complexe, hein, à commencer par appréhender les causes et les conséquences, hein, Sidonie. Oui, en effet, Anthony. Oui, concernant justement cette complexité, il faut la comprendre. Il faut s'intéresser aux différentes causes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par ordre d'importance, c'est la maladie, hors maladie professionnelle, la démotivation et l'insatisfaction professionnelle en fonction des composantes aussi et de la réalité du travail, la situation personnelle du collaborateur, parce que chacun a, je veux dire, son expérience, son vécu, ce qui le concerne et qui l'impacte. Son background, hein, voilà, c'est ça. Les accidents du travail, le burn-out ou l'épuisement professionnel, malheureusement, qui existent encore aujourd'hui. Donc, nous avons ces causes, nous devons les questionner. Et lorsque on les questionne, si on prend l'exemple de l'accident du travail, à quoi est dû l'accident du travail? On veut comprendre cette cause. Est-ce que c'est dû à des informations contradictoires, des injonctions contradictoires, un manque d'outils, de consignes, un travail dans l'urgence? C'est une possibilité. Il faut le questionner pour se permettre d'avoir une approche de prévention tant efficace qu'efficiente. Au-delà de ça, il faut aussi aller questionner les conséquences. Et on le voit, les 3 principales conséquences de l'absentéisme pour les acteurs RH sont la charge de travail accrue pour les présents. Pourquoi? Parce que la charge de travail reste une réalité, elle augmente avec l'absentéisme. On le disait, il faut délivrer quel que soit le nombre de personnes. C'est ça, exactement. Donc, travail dans l'urgence, charge de travail qui augmente, effet sur les équipes, et donc perte de productivité. Autant de conséquences qui vont influencer aussi les causes et la réalité, et provoquer une augmentation de l'absentéisme, parce que les toujours présents sont toujours là, et réalisent le travail. Donc, il faut vraiment considérer ces causes et ces conséquences pour vraiment affiner cette démarche de prévention. Alors Anthony, tout le monde est d'accord sur l'ampleur du phénomène, le fait que c'est structurel, le fait qu'il faut agir, mais après c'est le passage aux actes, passage à l'action. Là, le chemin, c'est pas une partie de plaisir, hein, il est semé d'embûches. Hein. C'est ça, et la réalité des acteurs RH n'est pas simple. Ouais. Justement, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et justement, on les voit ici par ordre d'importance. Tout d'abord, le manque de ressources, qui est toujours et restera un sujet en fonction de la vie d'une organisation constamment. Ce manque de ressources, malheureusement, la réalité est qu'elle entraîne un travail dans l'urgence par manque de temps. C'est ça. Et là, je vais dire, le cercle vicieux est enclenché. Par manque de temps, on a le sentiment de ne pas pouvoir agir, étant donné qu'il y a aussi l'urgence. Donc, quel dossier, projet je vais choisir, en fait, dans l'urgence? Qu'est-ce que je mets au-dessus de la pile? Hein, voilà, et peut-être pas, justement, le sujet de la prévention, de l'absentéisme. On peut se sentir seul dans cette urgence, cette charge de travail. Donc, une difficulté aussi à aller impliquer les managers qui sont des acteurs de première ligne sur ce sujet. Et enfin, dans ce contexte qui n'est pas très vendeur, compte tenu de ces difficultés, on peut observer un manque de soutien de la direction, parce qu'elle doit faire face aussi à de nombreux sujets. L'absentéisme en est un, mais dès qu'on a une baisse de productivité ou autre, et qu'on a une certaine menace, on ne va peut-être pas le privilégier. Néanmoins, il y a des éléments déclencheurs, il faut agir, parce que sinon le cercle vicieux se renforce. Et on le voit, ces éléments déclencheurs sont la hausse des arrêts maladie, la baisse de productivité, la détérioration du climat social, la hausse des coûts sociaux ou encore la hausse des départs. Donc si on n'agit pas, de toute façon, cette pression va augmenter. Donc on a une réelle menace à un moment donné et on doit y aller, on doit affiner la réflexion, questionner les causes pour se permettre d'avoir une prévention ciblée tenant compte des composantes de l'organisation. Alors évidemment, il y a plusieurs éléments qui incitent à l'action. Hein. Le passage aux actes, j'en parlais. Laurent Capelletti, le professeur au CNAM, nous en parlera tout à l'heure. Il y a la notion de coût qui résonne aux oreilles de tous les acteurs de la fonction RH, évidemment. Complètement. Travailler sur le coût de l'absentéisme est un des facteurs qui va mobiliser la direction générale. Et on le voit, 73% des répondants qui calculent un coût de l'absentéisme estiment leur direction
comme très impliqués dans la démarche, contre seulement 43% pour ceux qui ne le calculent pas. Pour autant, le calcul du coût de l'absentéisme, il n'est pas si simple pour les acteurs RH, parce que si certains coûts, comme les coûts de remplacement, le coût de maintien de salaire des salariés absents, sont disponibles, d'autres coûts, comme les coûts de gestion administrative des arrêts de travail ou des remplacements, les temps passés pour la réorganisation de l'équipe ou encore la perte de productivité ou la dégradation de l'image de l'entreprise, ça, ce sont des coûts qui sont plus difficilement obtenables. Et quantifiables. Du coup, on ne peut pas avoir une exhaustivité de ce coût de l'absentéisme. Une approximation peut être disponible qui va permettre de mobiliser les acteurs RH, mais les acteurs RH et la direction générale. Mais cela dit, ça ne doit pas être la seule incitation à agir. En fait, on voit souvent les personnes de la fonction RH par rapport à la DG sont considérées comme oui, vous avez de belles idées, mais où sont les chiffres? Où sont les chiffres, voilà, et quand on ne trouve pas les chiffres. Mais on en parlera tout à l'heure. Je vous invite à rester avec nous. Nous sommes en direct pour ce 17e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement signé Aiming avec Laurent Capelletti. D'ailleurs, je me tourne vers vous dès maintenant. On a besoin de votre contribution. Vous, quand vous parlez de ces sujets pour l'absentéisme, en particulier le coût de l'absentéisme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors vous allez pouvoir, dans la partie sondage, il y a plusieurs possibilités de réponses sur le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos réponses. Et puis après, on décryptera avec nos amis les résultats et vos contributions. Anthony, je me tourne vers vous à nouveau. On voit que c'est un sujet complexe, ça c'est pas nouveau. Oui. Il faut y aller. Alors, je vous parlais des leviers. Focus maintenant sur les principaux leviers pour agir. Oui, alors nous venons justement, comme vous le dites, parler de la complexité, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc nous allons maintenant vous présenter les 3 leviers principaux pour vous permettre justement de déployer cette prévention de l'absentéisme. Alors 3 leviers, on va commencer par le premier. Oui, tout à fait. Le premier levier, en fait, essentiel, c'est tout simplement considérer la qualité de l'environnement de travail et d'impliquer les acteurs clés. Alors, on va commencer par la qualité de l'environnement de travail. Il encourage l'existence d'une politique de prévention. On le voit, et comme on l'a dit tout à l'heure, le climat social, conditions de travail, l'organisation de travail, dès lors qu'ils sont perçus comme positifs, vont favoriser en fait une amélioration de l'organisation et vont permettre l'existence de cette politique de prévention qui elle-même va favoriser à son tour ces composantes concernant le climat social, les conditions de travail et l'organisation de travail. Donc il faut vraiment prendre encore une fois en compte l'ensemble des composants de l'organisation spécifique, une organisation n'étant pas l'autre, donc avoir cette démarche de questionnement. Voilà, questionnement, on y reviendra avec Stéphanie Bonhiver tout à l'heure, et l'organisation, et puis quand on est dans du retail, dans du commerce de détail, comme on dit en bon anglais, voilà, ce sont toutes les entités sur le terrain qui sont autant de micro-organisations. Le soutien de la DG, Sidonie, il est clé. Si d'en haut, on n'a pas pris conscience de la chose, no way, comme on dit. Oui, et le manque de soutien, comme le disait Anthony tout à l'heure, le manque de soutien de la direction générale est perçu comme une des difficultés des acteurs RH vis-à-vis de la politique de l'absentéisme. Ouais. On a même 29% des acteurs RH qui se disent freinés par le manque de soutien de leur direction dans le déploiement de leurs actions. C'est d'autant plus problématique que la direction générale, elle va impulser, elle va permettre de déployer la démarche dans l'entreprise et aussi de la maintenir dans le temps. Pour illustrer, lorsque la direction générale se veut très impliquée, on a, ou du moins soutient les acteurs RH, 71% des organisations mettent en place un processus complet de prévention. Donc ça veut dire que ça marche quand ils s'y mettent. Du moins, l'action est mise en œuvre. Ça, voilà. Et puis, le sujet de l'absentéisme devient même prioritaire pour 77% des acteurs RH lorsque la direction générale est impliquée. Alors, comment mobiliser la direction générale? On a évoqué le coût de l'absentéisme, mais il est aussi nécessaire de les aider à développer leur compréhension de l'ensemble des enjeux humains, organisationnels et aussi des causes et conséquences multiples de l'absentéisme. Les DRH qui deviennent pédagogues aussi, qui font de l'acculturation à ces sujets, vous le vivez au quotidien. Anthony, on a vu la direction générale, évidemment les managers, ils sont clés aussi. Oui, ils sont clés encore et toujours.
C'est-à-dire qu'ils sont en première ligne au quotidien pour gérer les équipes, pour assurer la réalisation du travail, veiller aux bonnes conditions de travail, pour emmener ce collectif à réaliser, à atteindre les objectifs. Donc ça veut dire qu'ils doivent veiller constamment à la réalité, la questionner pour être à même de déployer un plan d'action adapté, de prévention j'entends. Maintenant la réalité est tout autre. Quand on questionne les différents acteurs RH, justement, 35% pensent que le manque d'implication des managers constitue même un frein, en fait, pour la prévention de l'absentéisme. 60% des acteurs RH pensent que les managers ne réalisent pas le suivi systématique des absences, voire ne les réalisent pas du tout. Donc il y a un réel sujet par rapport à ça. Bien entendu, pourquoi ? Pourquoi, en fait, cette dynamique? Et les raisons invoquées sont le fait, d'abord, selon les acteurs RH, de ne pas avoir le temps. Le responsable est dans l'urgence, il doit faire face à l'atteinte d'objectifs, donc il n'a pas le temps. Il ne souhaite pas être en conflit avec ses équipes. Faire la prévention, c'est questionner la réalité, donc questionner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tout simplement, certains sont plus à même de le faire naturellement, d'autres vont être accompagnés, d'autres rencontreront de plus grandes difficultés pour le faire. Mon préféré, je vais dire, il considère que c'est un sujet de ressources humaines, on va appeler ça la grande délégation. Hein. C'est ton boulot. C'est humain, donc c'est vous. Moi, je ne m'en occupe pas, merci, mais non merci. Donc, voilà, ça reste un sujet, justement, parce que la prévention est collective. Et il n'y a pas de démarche de prévention, et là, c'est le basique. Et c'est interpellant, parce que oui, demander à la ligne managériale de réaliser la prévention, faut-il encore lui donner un cadre de prévention, des moyens, des ressources pour lui permettre d'atteindre, en fait, tout simplement ses objectifs. On va passer au deuxième levier. Merci Anthony. Avec vous, Sidonie. L'environnement de travail, l'implication des acteurs. Deuxième levier maintenant. Oui, la mise en place d'une démarche efficace de prévention de l'absentéisme, elle va passer avant tout par sa compréhension. Et c'est pour ça que le deuxième levier, c'est de déployer des outils spécialisés au service de la prévention. Le premier outil, ce sont les indicateurs. Les indicateurs vont permettre d'obtenir un état des lieux spécifique, d'avoir un état des lieux objectif de la situation. Pourtant, aujourd'hui, les acteurs RH sont en difficulté vis-à-vis de ces indicateurs. 55% d'entre eux estiment ne pas avoir les bons indicateurs, voire ne pas en avoir du tout. Et même lorsqu'ils ont des indicateurs, 58% ne se sentent pas en capacité de les interpréter. Donc, la nécessité d'avoir ces indicateurs et cette analyse, dans les faits, lorsqu'on a un taux d'absentéisme global, il ne va pas se suffire à lui-même. Donc il est nécessaire d'aller décomposer les caractéristiques des absences. Quels sont les motifs d'absence? Est-ce qu'il existe une saisonnalité? Est-ce que la durée des arrêts est plus ou moins longue? Et aussi de s'intéresser au profil des collaborateurs absents. Est-ce que les managers sont absents? Est-ce qu'il y a un métier qui est plus impacté? Est-ce que vos nouveaux embauchés sont absents dès les premières années? Ce sont toutes ces questions que les chiffres vont répondre. Et attention toutefois, les indicateurs ne sont que des balises. Ils vont vous donner des orientations, ils vont vous permettre d'émettre des hypothèses. Mais ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Il faut aller les comprendre, en renforcer l'analyse, en allant sur le terrain pour analyser ces causes profondes et les conséquences. Voilà, Sidonie le disait, Anthony, c'est bien de se situer avec ses balises, avec ses indicateurs, mais après, il faut creuser un peu pour les causes profondes, vous l'évoquiez. Et c'est un besoin exprimé par 48% des acteurs RH, en fait, tout simplement, ce qui nécessite tout aussi, je vais dire, simplement dans l'idée, mais faut-il le réaliser, de réaliser un diagnostic plus qualitatif, d'aller sur le terrain, reconnecter avec le travail réel, tout simplement, pour identifier ces causes profondes. Comment? En questionnant les facteurs externes, le projet d'entreprise et de la communication. Est-il compris? Est-il porté? Est-il relayé? Est-ce qu'on n'a pas des attitudes contre-productives? Ça peut arriver à un certain moment. Santé, sécurité, les conditions de travail, il faut les questionner, la réalité, l'organisation. Donc, autant d'éléments à questionner, ne pas se limiter au simple indicateur. L'indicateur donne une alerte, mais n'explique pas ce qu'il y a derrière le pourquoi. Donc, le fait d'aller questionner les causes par un diagnostic qualitatif demeure la meilleure approche.
Alors on le voit, hein, on analyse, on décrypte, on voit un petit peu où on en est, l'état des lieux, et puis après on agit. Sauf que, troisième levier, on n'agit pas n'importe comment, hein. On structure, hein, Sidonie. Oui, alors au final, la démarche de prévention de l'absentéisme, elle débute dès l'intégration du salarié dans l'entreprise. Malheureusement, à tout moment, une absence peut survenir et impacter le salarié, le collectif, ainsi que l'organisation. Et la mise en place d'un plan de prévention de l'absentéisme doit prendre en compte cette absence dans son ensemble ainsi que ses impacts. Et s'articuler autour de 3 temps. Lorsque l'absence survient, c'est-à-dire au moment de l'absence, pendant l'arrêt, ainsi qu'à la reprise du salarié. Intéressant, hein. On a 3 leviers, on passe au 3e levier, on est en train d'en parler maintenant, et on a les 3 temps, comme une échelle du temps de l'absence. Premier temps, vous le disiez à l'instant, Sidonie, au moment de l'absence. Hein. Au moment de l'absence, et on constate qu'à cette phase déclarative de l'absence, des actions sont rarement mises en place. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les règles sont bien connues sur le terrain, ce qui n'est pas si évident. Concernant les règles de prévenance, il n'est pas rare que les salariés n'avertissent pas tout de suite de leur absence, voire n'avertissent pas du tout. Sur la transmission des justificatifs d'arrêt, ils ne sont pas toujours transmis ou pas toujours transmis dans les délais. Et concernant les bonnes pratiques en cas d'absence, les collègues et la ligne managériale sont encore trop nombreux à ne pas s'inquiéter de l'arrêt d'un de leurs collègues. C'est pour ça que les entreprises mettent en place soit des webinaires de sensibilisation, soit des guides pratiques, soit des cartes d'information qui précisent les personnes à prévenir, les actions à réaliser et les délais à respecter. Mais tout l'enjeu pour vous, acteurs RH, c'est de maintenir ces règles, de les faire appliquer et surtout de les suivre. Par exemple, les fiches info, elles doivent régulièrement être mises à jour et surtout communiquées. Et lorsque les règles ne sont pas suivies, il est nécessaire de faire des rappels. On le voit, hein, structurer vraiment la démarche et le plan d'action, c'est ce que nous disait Sidonie. Alors maintenant, avec vous, Anthony, il y a un deuxième temps, le suivi pendant l'absence. Hein. Oui, ce suivi est tout aussi important parce qu'en fait, le salarié, lorsqu'il est absent, il ne disparaît pas dans un trou noir. Donc il est important de maintenir le contact en fait, avec ce salarié, prendre de ses nouvelles. Par la majorité des salariés, c'est apprécié. Bien entendu, il faut respecter la vie privée de tout collaborateur, mais l'idée est, dès le moment de l'absence, de préparer déjà, par des actions, le retour du collaborateur. Et ça passe par quelques actions. Il existe aujourd'hui des entretiens liaison à la main des acteurs RH, justement pour préparer ce retour, informer, rassurer, expliquer, maintenir le lien avec le salarié. Encore une fois, comme je l'ai dit, certains le souhaitent, d'autres pas. Bien entendu, il faut respecter la vie privée, mais ça passe par quoi ? Des courriers, une prise de nouvelles, adopter une posture où on va se dire cette personne qui est absente a peut-être des questions, en fait, justement par rapport à son absence, et il faut y répondre parce qu'on va favoriser une meilleure reprise. Et on l'observe, lorsque le retour se passe mal, on a 3 fois plus de chances de s'absenter dans les 3 mois. Enfin, il faut accompagner aussi les salariés en situation particulière parce qu'il y a différents profils et il faut en tenir compte. Donc, il faut tenir compte de la dimension personnelle, simplement, des collaborateurs, qu'on soit atteint par une maladie chronique ou qu'on ait un profil d'aidant, tout simplement. Sidonie, dernier temps, le retour. Le retour dans l'entreprise, important, hein, évidemment. Hein. Le retour après absence reste un moment privilégié pour favoriser et sécuriser le retour du collaborateur, notamment vis-à-vis de son collectif et vis-à-vis de l'organisation. Les actions perçues comme les plus efficaces par les acteurs RH, c'est d'une part de favoriser la réintégration progressive, donc par exemple par la mise en place de temps partiel thérapeutique ou l'adaptation de la planification et de la charge de travail. C'est également d'assurer l'accompagnement à la reprise par l'aménagement de poste, l'adaptation du poste, la proposition de formation et puis un suivi managérial. Également, autre action plébiscitée par les acteurs RH, c'est d'anticiper et d'assurer le suivi des visites à la médecine du travail. Et dernière action, la réalisation d'un entretien de retour. Cet entretien de retour, c'est le fait de consacrer un temps d'échange avec le collaborateur qui va permettre notamment de recueillir ses craintes éventuelles, ses besoins, de pouvoir sécuriser ce retour. Mais pour que cet entretien soit le plus efficace possible, le manager doit être bien formé et surtout, il doit prendre le temps de réaliser cet entretien, il ne doit pas le bâcler. La nécessité de les outiller.
En plus, lorsque cet entretien a lieu, c'est important d'assurer un suivi pour pouvoir capitaliser dessus. Anthony le disait, la qualité du retour après l'absence va inciter et avoir un impact sur une éventuelle réabsence. Donc, il est bien entendu important de donner un cadre, de donner des outils aux managers, de bien les former pour s'assurer de la bonne réutilisation et la bonne mise en place de ces actions de reprise. Voilà, être proactif. Qu'est-ce qu'on retient de ce 17e baromètre avant d'avoir de regards croisés avec Stéphanie Bonhiver et Laurent Capelletti, Anthony? On retient qu'une idée importante, il y a l'individu, mais osons questionner l'organisation dans son ensemble. Il s'agit de la prévention d'une démarche de qualité pour permettre la production de valeurs tant humaines que financière. Ça passe par 3 leviers principaux, simplement, rapidement. Le premier, c'est partager un cadre de référence commun, en fait, pour parler des mêmes choses et pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire partager entre la direction, les acteurs RH, les salariés. C'est questionner les indicateurs et ne pas oublier qu'il faut aller au-delà de ces indicateurs pour cibler un plan d'action construit, efficace, efficient, justement. Ce plan d'action sera d'autant meilleur qu'on aura questionné les causes profondes, tout simplement. Mais merci beaucoup. On peut les remercier tous les deux. Merci Sidonie, merci Anthony. J'ai une autre question, une autre contribution que je vais vous demander par rapport à ce baromètre. Quel point clé vous retenez de cette présentation? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et on va avoir les résultats qui vont apparaître, en particulier pour la première question, pour le calcul des coûts, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec vous, Sidonie et Anthony. On est en direct, donc les résultats vont apparaître sous forme d'histogramme avec des pourcentages. Et puis après, vraiment restez avec nous parce que Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH, et puis ce fameux cahier des tendances que vous connaissez tous, et puis Stéphanie Bonhiver et Laurent Capelletti vont nous éclairer par rapport à tous ces sujets. Alors qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse décrypter peut-être par rapport aux résultats, Sidonie. Alors effectivement, ce qu'on disait, c'est que la méthode pour calculer le coût de l'absentéisme, c'est la difficulté principale pour près des 2/3 de vous qui nous regardez. Et effectivement, les coûts sont tellement variés, sont tellement complexes qu'il est difficile d'en avoir l'exhaustivité. Et puis, pour 28% d'entre vous, l'accès aux données, là aussi, parce qu'on a des données quantitatives qui peuvent être plus facilement obtenables, mais d'autres qui sont presque de l'approximation, qui ne peuvent pas être réellement disponibles par un clic dans les outils SIRH. Anthony, peut-être par rapport au point clé, si on a déjà les résultats de ce sondage en direct, sorti des urnes presque, par rapport au point clé que vous retenez dans cette présentation. Anthony, je vous laisse réagir. Oui, alors, vous pourriez être confronté assez souvent dans le cadre d'actions auprès de différents clients. La place du rôle et du manager, on le voit, 42,86% reste clé, reste très important. C'est eux qui sont en première ligne. La prévention aussi est un acte managérial. Ils sont légitimes. Ça se fait avec les acteurs RH, mais les acteurs RH ne doivent pas faire à la place. Ce sont des facilitateurs. Donc on comprend ce besoin en fait qui est ciblé, calculer, analyser les indicateurs, mais en lien avec ce que vient de dire tout simplement Sidonie, et structurer sa démarche de prévention qui apparaît en troisième position, qui est important. Mais une démarche de prévention ne peut pas exister s'il n'y a pas d'acteurs. Et je reviens à la nécessité et l'importance du rôle des managers au quotidien dans la prévention. C'est QFD. Merci beaucoup. Merci à Sidonie. Merci à Anthony. Vous restez avec nous. On continue en direct avec notre regard de l'enseignant-chercheur et de la praticienne RH. Le 17e baromètre Aiming de l'absentéisme et de l'engagement. Ça continue juste après ça. Voilà, en vrai direct, avec vous qui nous suivez. Ils nous ont rejoints pour cette séquence de regards croisés que je vous propose. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant parce que Laurent Capelletti, très penché sur ces sujets de coûts. On aura Stéphanie Bonhiver, qui va nous parler de comment ça se passe concrètement sur le terrain. Laurent Capelletti, merci d'être avec nous, professeur titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion au CNAM. Vous êtes expert fondateur du think tank l'Institut Sapiens avec mon ami Olivier Babot. Et vous n'êtes pas hors sol parce que vous êtes aussi maire adjoint de Moguio dans l'Hérault. Donc il y a cette appréhension globale des sujets avec l'aspect terrain. Stéphanie, merci d'être avec nous. Directrice du développement des ressources humaines pour LCL. C'est 20 années d'expérience à la fois opérationnelle
et dans la recherche. Ça aide au quotidien dans le domaine du conseil, de la rémunération et du leadership. Le groupe Crédit Agricole, qui est l'entité ombrelle, j'allais dire, de LCL. Et vous allez voir avec Stéphanie comment ça se passe sur le terrain. Comment, quand on a de multiples agences, on gère ces problématiques et ces enjeux d'absentéisme. Donc, double éclairage, les coûts cachés avec vous, Laurent. On va en parler dans quelques secondes. L'expérience terrain et opérationnelle, je voudrais qu'on commence avec vous, Stéphanie. On a un réseau de 1400 agences, hein, donc c'est vraiment un maillage territorial important, autant, je le disais tout à l'heure, de micro-entreprises. Exactement, donc nous avons plus de 1400 agences, 16 000 collaborateurs, 6 millions de clients. Et ce terrain, il faut le comprendre, il faut être en proximité, donc c'est essentiel de savoir de quoi on parle quand on a un tel maillage sur le territoire. Vous avez dans vos équipes, j'allais dire des capteurs, hein, des postes avancés, des vigies, hein, ça c'est important. Exactement, donc on a en regard finalement, comme nos conseillers ont un portefeuille de clients, nos RH, nos gestionnaires RH ont un portefeuille de collaborateurs qu'ils accompagnent au plus près du terrain, donc dans les agences, pour les accompagner dans la globalité donc, du parcours du collaborateur tout au long de l'année. Oui, on voit cette fameuse symétrie des attentions. Hein. Tu traites bien ton client interne, les collaborateurs, oui. et au final, le client final, le client de LCL sera bien traité et bien considéré. On va y revenir avec vous, Stéphanie, dans quelques secondes. Laurent Capelletti, merci d'être avec nous. Laurent, on parlait tout à l'heure de cette difficulté par rapport à ces coûts cachés. Vous, c'est un sujet qui vous passionne. Parlez-nous de cette performance durable, qui est une belle équation, une belle addition. Hein. Alors, la performance durable, en fait, c'est le principe de réduire en permanence, de recycler en permanence, finalement, ces coûts cachés en performance. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de méthode de calcul des coûts de l'absentéisme. L'essentiel, ça a été dit, ce sont des coûts cachés, c'est-à-dire occultés par les systèmes d'information comptables et financiers. Alors on dit, mais c'est compliqué, c'est complexe, comment faire, etc. En fait, c'est complexe parce qu'on n'a pas de méthode. Mais à partir du moment où on a une méthode, ça devient simplexe, en fait. Donc ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que, bien entendu, à l'heure où on fait des Teams avec Mars, bien entendu qu'on peut calculer... Bah oui, bien entendu qu'on peut calculer les coûts de l'absentéisme, à condition d'avoir une méthode et à condition de ne pas singer le comptable et les contrôles de gestion classiques dont je suis, hein. C'est-à-dire chercher l'exhaustivité, ça a été dit, chercher l'exactitude absolue, mais chercher des ordres de grandeur qui font consensus, bien entendu que c'est tout à fait possible, et c'est nécessaire parce que ça va stimuler justement chez les managers, chez les RH, dans les directions, ça va potentialiser les énergies pour changer tout ça. Bien sûr. Oui, ça va créer une dynamique en fait. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce que vous faites avec l'Institut, un institut qui est précis et qui est pertinent dans ses recherches. Il y a eu des missions qui sont faites sur le terrain et vous avez calculé le coût au rapport, enfin en lien avec le nombre d'entreprises en France. C'est énorme, hein ? Tout à fait. Donc en fait, quand on chiffre, c'est monstrueux. Hein, ouais. C'est-à-dire que toutes nos observations, nos données sont issues du terrain, en fait. Ouais. Et donc, on a mesuré l'absentéisme, le coût intégral, hein, caché plus visible de l'absentéisme au travail, dans plus de 2000 coûts complets. Dans plus de 2000 entreprises, ça représente 200 000 personnes en fait, observées. On a extrapolé ça à l'échelle du nombre d'entreprises total en France, et on arrive à un coût caché de plus de 100 milliards d'euros par an. C'est de la perte de PIB, en fait. Hein. C'est de la perte de valeur ajoutée, liée, on en aurait bien besoin, hein, puisque vous savez que 50% du PIB, c'est de la matière fiscale pour les budgets. 50% de 100 milliards, ça fait 50 milliards. On cherche justement 40 milliards d'euros. Ça tombe bien, parce que quand on voit aussi que l'Italie nous double en termes de PIB, ça fait réfléchir. Hein. On est bien d'accord. Stéphanie, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous faites concrètement sur le terrain. Vous avez coutume de dire, et là c'est la chercheuse aussi qui parle, il y a 3 essentiels, j'allais dire 3 prérequis pour traiter cette problématique. Hein. Oui, pour traiter toute problématique RH pour moi. Donc le premier essentiel, c'est vraiment de partager un langage commun avec le métier, s'assurer de quoi on parle, de ce qu'on met par exemple derrière l'absentéisme, quelle dimension il recouvre.
Le deuxième essentiel, c'est vraiment de s'appuyer sur des faits, sur des preuves. Et donc, pour moi, il est essentiel de ne pas suivre les modes et donc de s'appuyer sur la recherche académique parce qu'elle permet d'orienter nos actions, de nous éclairer et surtout de nous poser les bonnes questions et de poser de bons diagnostics. Et le troisième essentiel, c'est vraiment de pouvoir nous appuyer, et on n'est pas toujours aidé, sur de la donnée, sur de la data, comme on dit maintenant, de manière à avoir la granularité d'information au bon moment aussi, puisque le timing est essentiel. Vous êtes intéressé aussi, et ça interpelle aussi Laurent, et puis vous qui nous regardez, à cet absentéisme perlé, hein. Exactement, donc juste une toute petite définition pour être d'accord avec mes essentiels. Donc l'absentéisme perlé, ce sont des absences de courte durée, régulières et souvent imprévisibles, et elles déstabilisent, vous comprenez bien, le collectif. Elles peuvent être le symptôme aussi de différentes causes qu'il est essentiel de comprendre pour apporter la bonne solution. Laurent, on a peu de temps, mais j'aimerais qu'on fasse un focus sur la satisfaction sociale, hein, et comment on pallie ces problèmes d'insatisfaction sociale en entreprise, et que vous nous parliez de 6 endogènes. C'est très intéressant en termes de décryptage. Donc, ça a été dit, mais effectivement, les recherches confirment ça, c'est-à-dire que... Parce que, pardon de vous couper, qui dit insatisfaction, dit absentéisme, hein. Alors, l'une des grandes conséquences en fait, de l'insatisfaction sociale au travail, c'est effectivement l'absentéisme au travail, les accidents du travail, la rotation excessive du personnel, les difficultés à recruter les talents, les écarts de productivité et bien sûr les défauts de qualité. Donc on va dire que cette question d'absentéisme au travail rentre pour une grande part en fait, dans comment améliorer la satisfaction au travail de façon permanente. Et nos résultats montrent que, et c'est la même chose en fait sur la prévention de l'absentéisme au travail, bien entendu que les DRH et les RH ont un rôle, non pas de traitement direct à faire, ont un rôle d'orchestration, de cahier des charges, d'accompagnement, de qui ça se traite où dans les équipes. Donc l'élément clé, les hommes et les femmes clés, ce sont les managers dans leurs équipes, accompagnés par les RH. On parlera de décentralisation synchronisée. Je vais employer un mot un petit peu. Oui, mais on voit bien ce que ça veut dire. Hein, mais c'est eux qui doivent, les managers, ça fait partie selon nous d'une fonction managériale de base, c'est eux qui doivent observer, repérer les conséquences de l'absentéisme, identifier les causes et calculer les coûts. En fait, ça se fait dans les équipes, aidés par les RH et bien entendu à l'issue, mettre en place les plans d'action de traitement et de prévention. Alors, je cite les 6 endogènes et puis on va passer aux actions, ce qui est fait. Vous le disiez, les conditions de travail, l'organisation, la gestion des temps, sens et dialogue, formation et carrière, rémunération, tout y est, hein, Laurent. Alors, j'ai parlé des conséquences de l'insatisfaction au travail et en cause, en fait, les grands leviers pour réduire l'insatisfaction et améliorer la satisfaction, c'est effectivement les 6 grands domaines. Souvent, le problème, si je puis me permettre, c'est que beaucoup de RH ou de consultants vont s'intéresser à un des 6 domaines. Par exemple, la communication et le sens au travail. Oui, mais en fait, il faut prendre en compte les 6. Conditions de travail, organisation de travail, gestion du temps, on en a parlé, la formation et les carrières. Qui donne du sens pour la suite, et puis la rémunération. Et les rémunérations et les politiques, bien sûr. Alors, Stéphanie, vous prenez, on parle de levier, hein, les solutions qui sont prises et envisagées par les DRH, les signaux faibles, les capteurs, on en parlait tout à l'heure, les bons outils, puis Laurent le disait aussi, on l'a dit aussi avec Sidonie et Anthony tout à l'heure, les collaborateurs, les managers à la manœuvre. Hein. Exactement, moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Laurent. Donc, pour nous, c'est essentiel d'être présent au cœur des équipes en tant que RH, donc auprès des managers et des collaborateurs, pour poser le bon diagnostic avec eux et pouvoir proposer la bonne solution qui peut être multiple. On accompagne fortement aussi nos managers, que ce soit en revenant aux basiques, et j'insiste fortement là-dessus, donc c'est savoir poser un cadre, savoir dire non, poser le diagnostic du climat de travail dans l'équipe. C'est vraiment essentiel de revenir et responsabilisation. Hein. Exactement, la responsabilisation. Donc ça fait partie de leur rôle, mais il faut qu'on les accompagne jusqu'à parfois un accompagnement personnalisé avec du coaching de situation pour améliorer le climat dans l'équipe. Vous agissez en granularité, hein, je le disais, vous avez 1400 agences, vous êtes sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que, n'oublions pas, hein, la fonction RH à l'heure des solutions, c'est la thématique de cette émission et de ce 17e baromètre. Comment on fait présence RH plus forte sur le terrain ? Alors on est aussi limité en termes de taille des équipes, mais c'est vraiment, on a calqué notre organisation RH sur l'organisation métier, terrain, agence, et donc on est organisé pour mettre à disposition
un référent RH sur un territoire et donc qui est en charge d'accompagner dans sa globalité l'équipe, le manager, les collaborateurs au quotidien dans les différents temps forts. Donc ce sont nos premiers capteurs avec les managers et on fait au mieux pour poser le bon diagnostic et puis voir quelles solutions envisager. Ça peut être des mobilités, enfin, on peut imaginer pas mal de choses pour redonner du sens au travail aussi. Laurent, revenons sur ces coûts cachés, parce qu'on l'a vu, hein, si la direction générale n'est pas impliquée ou n'y croit pas, c'est même pas la peine. Les managers, oui, les injonctions paradoxales et contradictoires, et puis pendant les travaux, la vente continue. Si on dit, tiens, voilà, ces fameux coûts de l'absentéisme qui sont extra-financiers, comme vous dites, ils sont importants et il y a moyen d'avancer là-dessus, comment est-ce qu'on fait méthode avec les managers, sachant que les DRH, ils ne sont pas considérés comme des gens qui, même si c'est faux, sont analytiques, j'allais dire. Puis de l'autre, ceux qui sont comptables, au bon sens du terme. Comment on s'y prend ? Alors, déjà, au niveau des RH, ils doivent être formés à la méthode, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'en tant qu'RH, on doit savoir ce que coûte l'absentéisme au travail, ce que coûtent les actions du travail, d'ailleurs, etc., toutes les grandes dimensions RH. Pourquoi ? Parce que c'est aussi montrer, savoir ce que ça rapporte si on prévient l'absentéisme au travail. Le ROI. C'est ça. C'est le ROI. Et pour la formation, c'est exactement pareil. Ça rapporte quoi une formation ? Ça rapporte l'économie des coûts cachés de ne pas la faire. Mais l'application, donc les RH doivent être formés à ça, mais l'application dans chaque équipe, c'est bien entendu les managers qui, dans les réunions d'équipe, dans les entretiens, vont calculer les coûts cachés de l'absentéisme au travail. Si je vous suis bien, Laurent, c'est à chaque manager de calculer. Exactement, accompagné par les RH, mais c'est une méthode managériale. Alors comment faire ? En réalité, quand on a la méthode, c'est là que j'emploie le mot simplex, c'est bête comme chou. C'est-à-dire, par entretien, on interroge les présents sur les conséquences de l'absence. Et ça va se traduire. Alors, la méthode est commune, générique, les résultats sont différents dans chaque équipe, bien entendu. Et donc, dans certaines équipes, quand une personne de l'équipe est absente, ça va se traduire par le surtemps des présents, qui font ça au détriment de leur travail quotidien. Donc il y a une méthode, j'allais dire, extra-financière. Par la régulation, c'est une méthode extra-financière, mais ça passe obligatoirement par les conséquences sociales de l'absence. Dans certains cas, ça va se traduire par des non-productions. On laisse le travail en on a suspens. parlé avec Laurent tout à l'heure de la satisfaction sociale. Hein, exactement. C'est très lié, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est très lié. Dans certains cas, ça va se traduire, en fait, par de la... Alors, ça, c'est de la perte de productivité, travail laissé en suspens. Quand on recrute un remplaçant, c'est des sursalaires, etc., etc. Donc, la méthode est simple. C'est une méthode extra-financière, coût-performance caché. Ça doit se faire dans chaque équipe, orchestré, accompagné par les RH. Et puis, quand on a fait ça, on passe à la phase, bien évidemment, de recherche de solutions. Et là, on va travailler sur cet absentéisme, une fois qu'on a chiffré en fait, le coût caché. Il faut savoir que c'est en moyenne, hein, compte tenu des chiffres que vous avez donnés, ça représente 5 000 € au moins de perte de valeur ajoutée par personne et par an. L'impact de l'absentéisme, en moyenne en France. Hein. Ce que je retiens, pardon de vous couper, c'est une sorte de stratégie de management de proximité. Hein, vraiment, on n'est pas dans un Taylor. Hein. Comme vous l'avez dit, en fait, le problème, c'est la donnée. Il y a des données qu'on ne peut pas avoir en centrale parce que les impacts de l'absentéisme au travail, c'est sur le terrain, c'est dans les équipes. Qui c'est qui connaît les impacts négatifs de l'absentéisme au travail? Celui qui est sur le terrain. Hein. Ce sont ceux qui sont sur le terrain. Donc, il faut les interroger pour savoir quels sont les impacts sociaux de l'absentéisme au travail. Les chiffrer quand on a une méthode, c'est extrêmement simple. Et puis derrière, passer sur, maintenant qu'on a le chiffrage, cause et mise en place de plans d'action compte tenu des causes. Mais l'ensemble doit être... Si le manager est livré à lui-même pour faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas le faire. Ah, bien sûr. Il faut qu'il soit accompagné par la RH, le tout étant impulsé... Par la direction générale. Par la direction générale. Stéphanie, justement, par rapport à ça, pour conclure, c'est à la fois de l'humain et du business. Hein. Exactement, Laurent l'a bien résumé. Je vous ai parlé de l'alignement de l'organisation RH avec les métiers. Nous, au niveau RH, on pousse aussi la posture orientation client pour nos RH. Donc, il y a des formations en accompagnement pour qu'ils se sentent investis de l'accompagnement au plus près du terrain et au service du business. On met aussi en termes de vision RH le focus sur l'expérience collaborateur. Donc c'est simplement mettre à plat notre parcours collaborateur et s'assurer qu'à chaque étape, on apporte le meilleur niveau de satisfaction possible. Et donc ça nous permet de mesurer, ça va nous permettre, quand ce sera pleinement mis en place, de mesurer à chaque étape finalement si tout se passe bien, quels sont les irritants, les traiter. On parle encore de données à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on va être certainement aidé avec une digitalisation accélérée qui va nous permettre aussi de mesurer plus finement, de comprendre
comprendre, d'analyser, mais rien ne remplace la présence sur le terrain, l'accompagnement des managers et des collaborateurs pour récupérer la donnée au bon niveau. Et aussi avoir ce discours, j'y tiens beaucoup, on doit veiller à la satisfaction de nos collaborateurs, presque avant la satisfaction de nos clients, mais c'est faire comprendre à nos collaborateurs la performance, la création de valeur qu'ils génèrent au service du business. Oui, et ce que vous mettez en avant aussi, c'est ces données, hein, les KPI. Au niveau des agences aussi, il y a un nouveau SIRH qui va arriver. Oui. Il y a des pilotes qui sont lancés sur l'Île-de-France. Il y a beaucoup de solutions que vous mettez en place. Exactement. Donc, ce fameux SIRH va voir le jour dans les tout prochains mois. Donc, ça nous permettra d'avoir de la donnée. J'ai coutume de dire que le DRH, quand il aura autant de données que le directeur financier, sera peut-être aussi écouté qu'un directeur financier en comité exécutif. Et effectivement, on mène un test en Île-de-France parce qu'on a une concurrence accrue. On a aussi beaucoup de rotation sur ces postes-là, comme d'autres confrères. Et donc, il est essentiel pour nous de pouvoir tester des solutions d'accompagnement du management et des équipes en local. Donc, on a prévu de tester du coaching, à la fois du coaching de développement, mais aussi du coaching situationnel lorsqu'on a bien identifié avec l'équipe le sujet, le problème, la difficulté relationnelle à régler. Laurent, pour terminer très rapidement, on a vu ce que vous promouvez, hein, c'est cette formation à ces sujets-là. Les résultats, il y a des résultats concrets par rapport à ça, concernant ces coûts, qui font que ça va avancer et ça sensibilise. Et je reviens sur ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Ça repositionne la fonction RH comme essentielle dans l'organisation. Hein. Bien sûr. Alors, oui, alors en termes de résultats, il y a un préalable, c'est que dans chaque entreprise, quasiment dans chaque équipe, on définit ce qu'on appelle le niveau incompressible. Il ne faut pas chercher à réduire à zéro l'absentéisme au travail. Dans toute organisation, il y a un niveau en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et donc, on va travailler sur le niveau compressible. Tendre vers, en fait. Et les résultats montrent qu'avec une bonne méthode, qui ressemble à ce qu'on vous a expliqué finalement tous les deux, on arrive à réduire jusqu'à un bon tiers, jusqu'à 50% de l'absentéisme au travail, quelle que soit l'organisation. Ça se vend bien auprès d'une direction générale, hein. Alors, si on ne lui vend pas, ça veut dire que c'est la direction qui a un problème. Oui. Mais là, on n'y peut rien. Voilà, on a posé le débat. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était passionnant, hein. On aurait aimé que ce soit plus long, mais vous reviendrez. Laurent Capelletti, merci beaucoup. Merci. Stéphanie Bonhiver, merci beaucoup. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. On va poursuivre et clore ce baromètre, cette 17e édition, avec notre expert. C'est Monsieur Thomas Chardin qui nous rejoint. Des moments passionnants qu'on passe en votre compagnie grâce à Aiming sur ces sujets d'absentéisme et d'engagement. On vient de vivre des regards croisés qui étaient vraiment très pertinents. Merci beaucoup Thomas d'être avec nous. Merci Frédéric. Toujours un plaisir d'être avec toi. Ce cahier des tendances que je vous invite à consulter parce qu'il est à chaque fois pertinent et nous éclaire avec des regards. Voilà, on était avec Stéphanie, voilà, beaucoup de regards. Thomas, dirigeant, fondateur de Parlons RH, je parle aussi de cet événement HR Technologies, 28 et 29 janvier 2026, ne l'oublions pas. Thomas, ton analyse au vu des chiffres de l'absentéisme, alors toujours en hausse, fatalité bien de français, j'ai envie de dire, point d'interrogation, oui, non Alors, je voudrais juste revenir 2 secondes sur ces chiffres, parce que je pense qu'un des éléments essentiels de ce baromètre qui fait référence, c'est le fait qu'il apporte une preuve supplémentaire d'année en année à son caractère endémique. En fait, l'absentéisme est en hausse structurelle et tendancielle. Je retiens juste un chiffre qui était au tout début de ce lancement, de cette conférence. Avec Sidonie et Anthony. 12, même avant, dans le petit générique de début, il y avait 12 jours d'absence en 2012. En 2024, on n'est pas loin de 24 jours. C'est facile à retenir. En fait, on prend 1 jour d'absence en moyenne par an salarié. Donc on est vraiment dans un sujet quasi endémique à nos organisations. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Quand on regarde en fait les pays européens qui sont proches de nous, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, il y a exactement la même difficulté avec des ampleurs différentes. En revanche, il y a bien une tendance à l'accroissement de l'absentéisme généralisé. Il y a quelques pays qui sont un petit peu différents parce qu'ils ont des modèles différents. Je pense à la Suisse et à l'Angleterre. Mais en règle générale, cette problématique est partagée malheureusement avec nos autres, les autres pays. Donc, essayons d'adresser la chose d'un point de vue microéconomique au sein même de notre entreprise pour pouvoir le corriger. Tu parles d'entreprise, Thomas, endogène, exogène, ta conviction? Alors ma conviction profonde est que
et il y a une grande partie, ça vient d'être évoqué par Laurent, en fait, il y a une grande partie qui est endogène, me semble-t-il. D'ailleurs, si on regarde, en fait, dans un même secteur d'activité, si on regarde, il y a des entreprises qui ont des taux d'absentéisme qui vont du simple au double, voire du simple au triple. Donc il y a bien des entreprises qui se sont saisies du sujet, qui ont réussi à le corriger, et d'autres qui sont plus dans la difficulté, même si chaque absentéisme est propre à chaque entreprise, etc. Donc, pareil, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que cet absentéisme augmente chez les cadres, chez les jeunes, chez les femmes, chez les seniors. Alors, pour faire un peu du humour noir, si vous avez que des j'ai dit chez les hommes, chez les femmes, non, chez les cadres, chez les jeunes, chez les seniors et chez les femmes. C'est déjà pas mal, hein. Si vous n'embauchez que des hommes non cadres, qui ne sont pas jeunes et qui ne sont pas seniors, vous pouvez ne pas être touché par cette croissance à l'absentéisme. Donc, non, je pense que c'est véritablement endogène, mais je vais au-delà, en fait, de la question. En fait, ce que je crois profondément, c'est que la cause soit endogène ou exogène, parce que c'est très difficile à déterminer si c'est mixte, si c'est lié à la multifactoriel, hein, disait Laurent tout à l'heure. Tout à fait, c'est tout le problème de l'absentéisme, c'est que c'est multicausal, multifactoriel, c'est très polymorphe. Ouais. Mais en revanche, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la cause, en fait, l'entreprise se doit d'agir. On a vu durant cette fin de matinée que, en fait, il y a un impact économique considérable, 5 000 €. Il y a un impact social. On ne peut pas se contenter d'être une machine à broyer. En 2030, on aura 30 jours d'absence en moyenne par an et par salarié. Si on continue dans cette tendance. Et puis opérationnellement, en fait, il y a un impact opérationnel. Donc, quelle que soit la cause, il faut que l'entreprise s'en saisisse. Quand vous avez un collègue, un collaborateur qui vient vous voir pour une cause totalement exogène à l'organisation, on s'en préoccupe. Bien sûr. On essaie de faire en sorte qu'il aille mieux. Donc on ne le ferait pas si c'est une cause endogène. Hein, exactement. Ouais. Alors après, il faut voir la granularité et comment s'en préoccuper. En tout cas, ce que je retiens dans ce que tu nous dis, Thomas, c'est qu'il faut s'en saisir, puis il faut l'assumer aussi. Hein. On ne met pas ça sous le tapis, hein, donc on est bien d'accord. Tout à fait. Maintenant, thématique forte de ce 17e baromètre, c'est l'action. Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, avec ton expertise, avec toutes les personnes que tu croises et les études que tu fais, comme action pour qu'elle soit efficace, en corollaire de ce que nous a dit Laurent et Stéphanie? En fait, j'avais prévu de vous dire quelque chose sur ce sujet, mais j'ai essayé de synthétiser ce qu'on a vu ce matin. Donc, je vais essayer. On va voir, mais très rapidement. Je sais qu'on est pris par le temps et on terminera à l'heure. En fait, j'ai entendu 4 grandes règles, 4 grands principes, c'est les 4 C. D'abord, il y a l'élément de contexte. Donc, contextuellement, il faut prendre conscience, avant d'agir efficacement, il faut pouvoir agir efficacement. Avant de pouvoir, il faut vouloir agir efficacement. Et avant de vouloir, il faut savoir. Le baromètre contribue à cela. Et donc, il faut savoir qu'on est dans une dynamique tendancielle. Premier élément, le contexte. Le deuxième, peut-être le plus important, la notion de démarche collective. Le collectif, c'est le C du collectif. Le deuxième C. Hein. Avec la pédagogie de l'enjeu auprès du CODIR. En parlant de coûts, de chiffres, on est encore sur des C, coûts et chiffres. Auprès du CODIR, il faut les embarquer, donc il faut les acculturer, il faut les informer, il faut leur donner de la matière pour montrer le ROI possible si on adresse ce sujet au cœur. Toujours dans le collectif, il y a le fait qu'un sujet soit partagé avec les managers. Ça a très bien été dit. On ne peut mener de diagnostic de cette maladie, parce que je pense que en fait, l'entreprise est malade de son absentéisme. Et quand on est malade, il faut poser un diagnostic. Et on le pose ensemble. Il faut le poser ensemble, et on ne peut pas administrer de posologie sans eux. Ben oui. Donc le deuxième point, c'est collectif, le deuxième C. Le troisième, c'est la compréhension de ce qui se passe. Et là, Stéphanie l'a bien évoqué, en fait, le management de l'absentéisme, c'est le management des signaux faibles. Donc il faut capter, encore un C, il faut être dans la captation. Donc la bonne compréhension, c'est la captation des signaux faibles. C'est aussi les KPI pour mesurer... pour évaluer, en fait, poser un diagnostic dans les causes profondes. Et puis la marge de progression, hein, si tu n'as pas les chiffres au départ, hein, ben voilà, c'est ça. Ne s'améliore que ce qui se mesure. Donc ça, c'est le troisième C, après le contexte, le collectif, la compréhension. Et le dernier, c'est la considération. On parle beaucoup d'expérience collaborateur. Eh bien, il y a aussi l'expérience, le ressenti, le vécu des salariés absents, et aussi d'ailleurs des salariés qui restent. Et donc, ayons le plus possible de la considération avant l'absence, en mettant en place un certain nombre d'actions, pendant l'absence, le plus possible, et puis après l'absence. Tout ça, ça peut se traduire par des actions très concrètes. Je rajoute un C, de communication, mais en fait d'information, d'acculturation, de formation. Il faut embarquer l'ensemble des équipes, CODIR, managériales. C'est que comme ça, à mon avis, qu'on a une pédagogie collective, en fait, hein, c'est ça. Une démarche communicationnelle, collective, systémique,
et très volontariste au sens il va falloir y consacrer de l'énergie et des moyens, oui. Oui, alors je rajouterais même peut-être un C, il y en avait 4, le 5C, le 5e C comme Chardin, bien sûr, monsieur Thomas. Thomas, on parlait, tu l'évoquais à l'instant, la direction générale, les managers, outillés aussi. Laurent, il faisait référence aussi de la formation, hein, si on veut résumer un peu ce que tu verrais, toi, comme outil et clé pour agir. Alors, je pense que la formation qui constitue un peu les fondamentaux de l'acculturation, ça me semble indispensable, et de manière continue, pardon, je rajoute un C, mais il ne s'agit pas de faire un coup sur ce sujet. C'est effectivement quelque chose qu'on doit prendre à bras-le-corps et traiter en profondeur et en longueur. Tout à l'heure, j'ai dit que l'absentéisme l'entreprise était malade de son absentéisme. Mais ce n'est pas un petit rhume, c'est vraiment une affection de longue durée. Et une affection de longue durée, il faut qu'on la traite sur la durée, en continu et en régularité. Donc la formation est très importante, les outils, l'accompagnement des managers. Il ne s'agit pas de faire un grand raout sur l'absentéisme en disant « regardez combien ça nous coûte, 5 000 €, et puis opérationnellement ça nous coûte, et humainement ça nous coûte. Il faut le traiter en continu. » Et peut-être pour terminer, on l'a évoqué en filigrane, hein, de manière sous-jacente, c'est une façon aussi pour la fonction RH de se repositionner comme au centre du jeu, hein, par rapport à ça. Hein. Alors, quand on cherche à faire des économies de partout, hein, tout à pour fait. Les politiques aussi. Hein. Alors c'est complexe, même si on a vu qu'avec méthode ça pouvait être simplex, mais c'est très complexe pour la fonction RH. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est en fait une opportunité pour la fonction RH de réaffirmer sa mission, d'adresser un sujet profondément humain, il n'y a pas plus humain que cela, avec des prérogatives sociales extrêmement fortes, sanitaires, avec un impact opérationnel et business. Ça, c'est la fonction RH. En revanche, il faut faire preuve de courage managérial, il faut accepter cette réalité, car on ne pourra se soigner que si on accepte qu'on est malade. Et en fait, le déni de maladie, qui est un petit peu ce qui existe dans nos organisations, augmente l'absentéisme. Et incite à la non-action. Et incite à la non-action. En fait, si on considère qu'on n'est pas malade, mais que c'est totalement exogène et qu'on ne peut rien y faire, et que ça ne nous concerne pas, il est normal qu'on ne fasse rien. Bon, j'entends que je suis dans une posture un peu yaka faut que... Non, mais tu le vois aussi, mais c'est l'idée de dire... Bon, on a toujours fait comme ça, quoi, hein, donc autant ne rien changer. Mais je retiens dans ce que tu dis, Thomas, le fait qu'il y a un positionnement de la fonction RH sur des sujets financiers. Hein. Laurent y faisait référence. Donc là encore, c'est montrer que nous, on n'est pas que sur des barnums qui coûtent une fortune, sans ROI et patati et patata. C'est évidemment, au travers... Tout à l'heure, je parlais de pédagogie du CODIR, auprès du CODIR. Il faut utiliser des chiffres, un impact économique, financier. On peut y rajouter un impact opérationnel, mais il faut qu'il ait une traduction financière. En fait, ce sujet-là, il est diffus dans l'organisation. Et c'est très dur de le désiloter et de faire en sorte qu'en fait, de s'approprier, d'être le honneur de la problématique. Moi, je pense véritablement que les DRH doivent être les leaders de cela. Encore une fois, dans une logique collective, auprès du CODIR, pour les embarquer, et puis auprès des managers, et évidemment pas qu'une seule fois par an. Voilà, les chiffres. Hein. Le dirigeant fondateur de Parlons RH, Thomas Chardin, les chiffres sont là aussi. Mon cher, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste conclure un tout petit point, parce que en fait... Moi, je vois les chiffres du timing qui courent, mais je sais que vous êtes avec nous. En 10 secondes, en fait, le baromètre, il est dans l'action aujourd'hui. Donc, je voulais dire juste qu'il était, à mon sens, mais ça a très bien été dit ce matin, qu'il est temps d'agir. Alors, faites pas à la marge, pas avec des rustines, mais vraiment à la racine. Pas seul, on l'a évoqué, avec le CODIR, avec les managers, avec les salariés absents et avec les salariés non absents, avec les salariés présents. Et en fait, pas demain, aujourd'hui, dès maintenant. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Passage à l'action. Merci beaucoup, cher Thomas, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette 17e édition du baromètre Aiming de l'absentéisme et de l'engagement. On espère qu'on vous a donné quelques clés avec nos invités experts qui se sont succédés sur ce plateau. On se retrouve très bientôt. Évidemment, les chiffres à retrouver sur le site d'Aiming, sur la plateforme. N'oubliez pas de nous dire aussi, à partir d'un questionnaire de satisfaction, comment vous avez trouvé ce baromètre édition 2025. Merci à Alexandra, à Yannick, à toutes les équipes Aiming avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette émission. Un bon week-end à vous.